Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis pas avec JB, mais je suis avec un autre grand expert bien fin à l'expertise, bien travaillé. Ah, il s'agit Arthur du média Hexagol. Arthur, comment tu vas mon ami? Salut Nathan, bonjour à toutes et tous, mais ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir toujours de parler de foot et qui plus est de Ligue 1, notre magnifique championnat de Ligue des Talents. Ouais, exactement. Ligue des talents et des talents, il y en a eu. Alors, c'est vrai que là, du coup, on va démarrer avec les points négatifs. Donc, du coup, on pourrait se dire que les talents seront un peu massacrés, mais c'est parce que on sait que vous aimez le sang, donc on est un peu obligé de massacrer certaines personnes. Mais avec amour toujours. Mais effectivement, il y a beaucoup de talents. Et du coup, sur ton média, pour qu'on puisse aussi un peu te mettre en avant. Donc, tu parles des talents de Ligue 1, mais en podcast. Tu peux nous expliquer vite fait? Oui, c'est ça, chaque semaine, en fait, avec ma compatriote et ma comparse, partenaire in crime, j'ai envie de dire, Rachel, on débriefe un peu chaque week-end de Ligue 1 en début de semaine, donc entre le lundi et le mercredi, généralement le lundi. Donc on fait un peu un petit tour des stades en 20 minutes, donc c'est assez rapide, et puis on essaie de faire une analyse à peu près objective de chacun des résultats. On donne aussi les enjeux, que ce soit financiers, géopolitiques aussi, parce que certains clubs appartiennent à des grands fonds internationaux. Voilà, il y a des enjeux en plus du sport. On essaie de On en parle. présenter tout ça. Mais voilà, c'est intéressant. On espère vous convaincre de nous rejoindre. Il nous reste encore 2 épisodes justement à venir d'ici fin juin. Exactement, foncez sur Hexagol, foncez sur le podcast, on mettra le lien, bien sûr, en bonne et due forme. Du coup, big up à Rachel, big up à tout le monde qui écoute déjà Hexagol, et du coup, big up à ceux qui, peut-être, pour les 2 derniers épisodes, vont aussi se lancer. De toute façon, le podcast restera sur... Bien sûr, dispo sur Amazon, Spotify, Patreon. On est dispo quasiment partout. magnifique. Ça, c'était pour l'instant promo très, très importante. Alors, du coup, on va démarrer aujourd'hui avec les points négatifs de la Ligue 1, de la saison. Il y en a eu. Du coup, on a dû classifier les choses. On va parler d'un club, ensuite d'un joueur, et enfin d'un point externe qui pourrait aussi nous avoir touché. Je vais démarrer, et puis je te ferai la passe. Vas-y. Au niveau des clubs, il y a Hmm. 18 clubs en Ligue 1. C'était une première après pas mal d'années. Euh, et cette année, il y en a un qui, pour moi, a vraiment foiré sa saison, c'est le club de Rennes. Le club de Rennes, pourquoi? Parce que le club de Rennes, n'oublions pas, ça reste un budget assez conséquent en France. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un tel budget. Et à force, chemin faisant, saison après saison, parce que ça faisait 6 saisons qu'ils étaient qualifiés en Europe, donc forcément, à un moment donné, l'appétit vient en mangeant. Tout à fait normal jusqu'ici. Il faut un recrutement qu'on peut classifier à l'échelle française d'assez énorme. Ludovic Blas, Le Fait. Voilà, on sentait euh, plus que de l'envie, il y avait vraiment une détermination à titiller les grands. Et au final, une saison pour moi que je qualifie de vraiment grotesque et calamiteuse. Du coup, ça fait, c'est quoi, c'est 10e? Ouais, c'est ça, 10e. Donc même pas en première partie de tableau, forcément pas qualifié pour l'Europe. 10 pénaux, j'ai même envie de dire, avec sans les 10 pénaltys, en fait, sans Bourigeaud, tu t'es quoi? Tu finis comment? Et puis surtout une défense aux abois, quoi. Moi, je respecte, j'aime beaucoup Arthur Théâtre. Je suis belge, peut-être que ça s'entend pas, mais je suis belge. Et Arthur Théâtre, en fait, c'est vraiment un bulldog, c'est un mec dont je ne peux qu'aimer le mental. Mais à l'heure où on parle, on est dans un monde, et c'est même pas un monde fictionnel, c'est un monde réel, où Tedesco, le sélectionneur belge, est en train de faire des pieds et des mains à Alderweireld et à Witsel pour revenir en défense centrale pour jouer en équipe nationale belge à l'Euro. Pour moi, c'est déjà énorme. Et ça démontre à quel point il n'y a pas eu la conviction des prestations d'Arthur Théâtre, mais même de la défense entière. Et Mandanda, du coup, le pauvre, qui déjà de base n'est pas le gardien, alors un grand gardien de l'histoire de Ligue 1, mais qui a toujours eu des trous d'air, c'est Mandanda, tu le prends avec. Au final, il a dû, pour moi, vivre une saison de gardien qui joue dans un club qui joue le maintien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, pour moi, oui, dans le sens où tu, 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 tu voyais Rennes et tu disais, mais attends, en fait, au final, c'est un club qui veut jouer le top 4 ou qui veut s'assurer une première partie de tableau, quoi.
Et donc moi, c'est le souci. Kalimundo limité, les recrues offensives qui sont pas au niveau. Pour moi, à part Martin Terrier qui revient de blessure, mais qui, pour moi, il y a du vrai potentiel. C'est le seul qui peut peut-être porter le club un club de cette stature avec Doué, du coup. Mais voilà, grosse déception pour moi pour le club de Rennes. Ouais, je te rejoins sur certains points. Et là, justement, tu abordes un point justement qui peut un peu redorer, c'est un peu le phare dans le brouillard de cette saison de Rennes, j'ai envie de dire. C'est Désiré Doué qui a fait une saison absolument incroyable, l'international espoir français. On rappelle que c'est un club qui a participé à la Coupe d'Europe aussi en début de saison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci aussi en début de saison, ou est-ce que, par exemple, ça a été le cas aussi pour Toulouse, ou même pour Lens qui a commencé un peu en eau de boudin son championnat? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'accumulation des calendriers? Est-ce que l'effectif était taillé pour, en tout cas dès le début de saison? Et forcément, bah, t'empathie sur le reste de la saison. Après, c'est vrai qu'il y a eu des individualités qui ont un peu déçu. Certains points du recrutement ont un peu déçu aussi. Je pense à Yildirim, le Turc qui a été recruté et qu'on a très très peu vu en fait. Il y a eu aussi un changement de coach qui peut expliquer peut-être qu'il rentrait pas dans les plans de Julien Stéphan par exemple. On a vu sur la dernière journée Rieder faire un bon show, j'ai envie de dire, face à Reims, qui appartenait d'abord aux Young Boys de Rennes, de Berne, pardon, euh, jusqu'à l'été dernier. C'est un club qui avait fait un beau parcours en Coupe d'Europe aussi, les Young Boys, et c'était si ce n'est le meilleur joueur des Suisses à l'époque. Voilà, il y a peut-être un problème d'adaptation aussi, j'ai envie de dire, de certains joueurs sur lesquels ils auraient peut-être plus mieux compté ou voilà, ou sur lesquels ils auraient dû compter tout court. Parce que Yildirim, on l'a très peu vu. Il a marqué un seul but en tout début de saison et après, c'était limite, il jouait avec la réserve. Assez compliqué. Comme tu disais, oui, il y a eu un sacré trou en défense à un moment donné. Ce qui fait, par exemple, que Guéladoué est rentré dans la hiérarchie assez rapidement alors qu'il jouait très, très peu jusque-là. Une bonne satisfaction d'ailleurs. Il est international maintenant, etc. Le frère de Désiré Doué d'ailleurs. Mais voilà, après, Mandanda, je trouve que c'était un peu dur aussi. Ça reste un très très bon gardien. Mais c'est vrai qu'il peut pas tous les arrêter, hein. C'est comme Diouf, par exemple, du côté de Reims. Il y a eu des problèmes à certains moments en défense qui font que bah, c'est un gardien qui a dû prendre pas mal de buts à un moment donné aussi. Mais c'est vrai qu'il fait pas non plus la meilleure saison de sa carrière. Il est un peu sur la fin aussi, il faut l'avouer. Après, je suis assez optimiste parce qu'il y a quand même un budget, comme tu disais, qui est pas illimité, mais quand même assez conséquent. Même si, voilà, il y a de plus en plus d'adversaires qui montent. On en parlera peut-être un peu plus tard dans un autre épisode vis-à-vis des tops. Je pense à la Bretagne. Voilà, il y a eu un recrutement local en plus, avec du côté de Lorient, de Nantes, avec Blas et Lefebvre. Donc, il y a une identité qui commence à être gardée, avec un propriétaire qui est français en plus. Donc, c'est pas un club qui est basculé dans un fonds américain, par exemple. Ça me paraît bien, en fait. Il y avait des bonnes intentions. C'est ça, et puis il y a un gardien qui me semble monter aussi et qui est prêté par le club, c'est Dogan Alemdar, le Turc, pour prendre, il me semble, assez rapidement la succession de Steve Mandanda dans les cages, voilà, qui a causé beaucoup de tort à certains clubs. Je pense au Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 a buté de nombreuses fois lors d'une folle soirée. Non, pour moi, je suis quand même assez optimiste sur ce club-là. Ils auront sûrement les moyens de faire des ajustements nécessaires avec potentiellement des départs peut-être de Kalimundo pour la saison prochaine. Ils sont aussi apparemment sur la piste de Georges Mikotadze, qui est aussi un des tops de la saison. Mais voilà, à voir si par exemple un Mikotadze pour garnir et étoffer encore plus cette attaque pourrait pas faire encore plus de bien à cette équipe qui a de grosses ambitions, comme tu le disais. C'est sûr que Mikotadze, il ferait beaucoup de bien à ce club-là, mais j'ai l'impression qu'il pourrait même viser plus haut. Mais j'en parlerai tout à l'heure, tantôt. Dis-moi, ta petite pique que tu voulais lancer à un club. Bon, ma petite pique, elle va être gentille et assez brève, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie de m'acharner sur quelqu'un qui est déjà au sol. C'est le FC Lorient. Le FC Lorient qui est donc rétrogradé en Ligue 2 suite à une saison, j'ai envie de dire, catastrophique. Est extrêmement décevante. C'est un club qui a été racheté en grosse partie par un milliardaire américain. Donc c'est le même aussi qui détient pardon, le club de Bournemouth en Angleterre. Du côté de l'Angleterre, donc bah, son club a fait un record de points en Première Ligue. Bournemouth enfin, vraiment fait une belle saison avec Solanke. Et bon, voilà, c'est pas trop le sujet. Mais voilà, du côté de Lorient, là, on commence à se poser de grosses questions parce que certes, le club n'est plus trop en faillite et n'a plus de crise économique. Mais là, maintenant, c'est plus une crise de gestion, une crise sportive qui commence à pointer le bout de son nez.
C'est assez compliqué. Maintenant, voilà, le club est stable financièrement. C'était pas le cas à partir du coronavirus, notamment. Donc maintenant, le souci, c'est vraiment un recrutement qui a eu aucun sens en début de saison. J'étais assez optimiste quand j'ai vu, par exemple, Ayegun Tosin, un buteur, il me semble, nigérian, qui jouait en Suisse auparavant, et qui avait, voilà, qui était une belle promesse. On l'a très, très peu vu. Voilà, c'était assez compliqué. Et il y a eu en plus des soucis dans le vestiaire avec des gros gros conflits entre Régis Lebris et certains de ses joueurs. Je pense que les deux ont un peu leur tort dans l'histoire, mais c'est assez compliqué quand il faut se maintenir et maintenir le navire à flot quand tu vois que en interne c'est assez complexe. Ils ont dû par exemple exfiltrer Romain Fèvre qui était prêté par Bournemouth, justement club partenaire, et là ça a fait grand bien de voir que ils ont pu lui trouver une échappatoire parce que apparemment c'était lui par exemple qui faisait partie des mots du club jusqu'à l'été d'hiver dernier. Donc voilà, ça pose question sur la gestion du club qui a par exemple laissé partir de nombreux joueurs lors des mercato hivernales alors que ton maintien est pas assuré quoi. Je pense à Teremofi l'an dernier, je pense à Dango Ouattara aussi qui est parti à Bournemouth lui aussi. Teremofi peut-être de Nice. C'est un club voilà on se demande en fait ils perdent vraiment une identité depuis leur rachat alors que c'est un club extrêmement compétent et qui a su faire sortir de nombreux joueurs de son centre de formation ou de sa post-formation. On parlait tout à l'heure de Enzo Lefebvre, c'est un pur produit de Lorient pour le coup, euh, à minima sur la post-formation. Et là, vraiment, c'était assez aberrant de voir que les Lorientais n'ont pas su assumer. Et là, visiblement, on s'attend à une grosse, grosse, grosse braderie du côté de Lorient cet été, avec la descente, forcément. Il y a beaucoup de joueurs qui ne devraient pas rester. Ça fait peur. Les derniers bruits parlent quand même de Laurent Abergel, apparemment, qui serait chaud pour rester à condition. Alors, il a mis des grosses conditions avec un C majuscule. Donc, il faudrait que le staff soit de qualité et que le contrat soit un contrat à long terme. Donc bon, avec un Lorient qui du coup aura un budget bien resserré, je suis pas certain que toutes les conditions pourraient être réunies. Après, un coach de qualité, ça peut toujours exister. Il y a bien eu un Big Bay en national qui a fait du taf incroyable. Donc moi, je suis bien persuadé qu'il peut en avoir du coach français de qualité pour la Ligue 2. Maintenant, c'est clair que ça n'apporte pas toutes les garanties. Euh, Mm. c'est vrai que la gestion lorientaise m'a quand même inquiété. Maintenant, le départ de Romain Fer, moi, je t'avoue que je n'étais pas trop déçu. Parce que j'ai l'impression que dans son jeu, il y avait de l'individualisme. Et du coup, Oui, peut-être que des fois, ton jeu, peut-être, peut manifester un trait de caractère. Bon, c'est un peu de la philosophie aussi, mais un peu de ton trait de caractère, quoi. Donc, et qui fasse partie des mots, MAUX, de l'équipe, ben, du coup, et qui puisse partir, ben, tant mieux. Moi, ce qui me m'étonne, c'est qu'au final, on parle d'un club qui était à un ça. but d'être barragiste. Et moi, dans ce marasme-là, je retiens quand même que l'équipe a pu lutter jusqu'au bout du bout, là où s'ils avaient vraiment s'ils avaient décroché et encore décroché, je pense que Clermont n'a pas vraiment décroché. C'est à l'avant-dernière journée, je crois que ou à l'antépénultième qu'on a su qu'il descendait Mm. officiellement, mathématiquement. Mais voilà, au final, descendre avec un tel scénario, bon, c'est dommage pour un club de cette stature, cette renommée. Surtout après avoir recruté un joueur qui, pour moi, fait partie des meilleurs recrues hivernales, Bamba, Mohamed Bamba, Oui, euh, clairement. qui a Mais encore qui fait un devrait gros déjà match en repartir. plus. Il devrait Ah déjà voilà, c'est ça. repartir. En Et Autriche? c'est ça. Et il devrait déjà repartir. Il y a aussi le latéral droit grec qui avait qui était arrivé justement au mercato hivernal aussi. C'est Katseris qui avait justement dès son premier match, il me semble, servi et Bamba. On avait vu que le recrutement était totalement possible et réussi, j'ai envie de dire. Sauf que c'était pas le cas en début de saison. Il y a un autre club, par exemple, qui avait pas pu recruter en début de saison et recruter au mercato hivernal, et ça s'était bien profilé ensuite. C'était Lyon, mais le contexte n'est pas le même non plus. Ils partaient pas avec le même capital de départ. Là, c'est assez compliqué. Et ils avaient tenté quelques paris. En plus, l'été dernier, je pense à Benjamin Mendy qui était venu et qui a quand même une sacrée expérience. Lui qui, on le rappelle, était acquitté par la justice dans les nombreuses affaires d'agression sexuelle. Il me semble qu'ils ont aussi recruté Thibaut Bakayoko, dont on a très, très peu parlé.
Donc, euh, qui a fait une première partie de saison pas forcément terrible, mais qui, de temps en temps, parvenait quand même à montrer de l'expérience et à délivrer son ça. équipe. Bah, c'est ça. Donc, il y avait quand même, j'ai envie de dire, des bases assez solides, pas forcément saines, parce que, il y a eu des grosses controverses vis-à-vis notamment du recrutement de Benjamin Mendy. Elles sont ressorties justement après l'annonce de la relégation, donc au retour des joueurs après la 34e journée. Je trouvais ça un peu désolant que pendant toute la saison, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tues sur l'affaire Benjamin Mendy, quand ça leur déplaisait, qu'à la fin, ça ressorte au moment où le club est en crise. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des manœuvres à faire, forcément, même si on imagine bien que Benjamin Mendy ne restera pas au club à la fin de saison. Comme tu disais, il restera très très peu de monde. Ça va être très très compliqué. Ouais, bien sûr, très clairement, c'est assez compliqué, du coup, bien désolé pour les Lorientais qu'on salue, malgré tout. Tu parlais de Terem Moffi, donc du coup, moi, je vais prendre ta passe et obligé de parler de Terem Moffi, qui pour moi est une déception individuelle. C'est pas comme si j'avais des grandes déceptions individuelles cette saison. Il y a un petit lot comme ça de joueurs que j'aurais voulu voir évoluer à un meilleur niveau. Maintenant, je vais pas parler d'une grosse et immense déception, mais cela dit, Terem Moffi, en fait, étant donné que le club de Nice a fini cinquième et qu'en réalité, ils étaient pas si loin. En fait, ils étaient loin, sans être si loin non plus, des places qualificatives de la Champions League. Quand tu te rends compte que le problème numéro un, le problème principal de Nice, c'était la finition et même l'animation offensive, et quand t'as un joueur comme Terem Moffi qui est dans ton équipe et qui finit à, je crois que c'est 7 buts ou 8 buts, faudrait que je vérifie, en tout cas ça passe pas à la barre des 10, ça ne passe pas à la barre des 10 quand Mikotadze passe la barre des 10. Donc déjà là, c'est assez inquiétant. En 2023, de toute façon, en Ligue 1, la finition, c'était un gros souci. Je veux dire, à part Kylian, il n'y avait aucun buteur classique. Aubameyang, Jonathan David, Lacazette, il n'y avait aucun qui était vraiment au niveau. Mais ils ont tous glow up pour moi en 2024, réellement sur la durée, même si Oba était déjà préchauffé déjà, puisque forcément Marseille a été porté sur ses épaules. Mais les gens qui n'ont pas suivi, ben, il y avait Akor Adams, il y avait Eli Wahi, il y avait Mostafa Mohamed, des gens qui étaient là quand même, et puis qui ont... Bah non, Eli Wahi, bon, peut-être pas, mais en tout cas, Mostafa Mohamed et Akor Adams qui étaient vraiment en train de montrer des belles promesses en 2023, et puis en 2024, on les a plus vus. Et je dois rajouter à cette liste, du coup, Terem Moffi, qui pour moi aurait pu être le facteur X d'un club qui aurait enfin pu retrouver la Ligue des Champions. On oublie, mais Nice était quand même une équipe qui était dauphine, je pense, du PSG pendant un moment, avant que Ils justement étaient même Brest ne premiers. prenne. Ils Bah étaient premiers à un voilà, moment. même Pinet. Voilà, Ils étaient avec une champions défense de fer. d'automne. Oui, bah c'est ça. Et même, il y avait eu un match Nice-PSG au PSG Nice où Mofi avait C'est mis un ça. doublé, je pense. On y reviendra, je pense, dans les tops parce qu'il se peut que j'ai un choix là-dessus. Mais oui, oui, ils étaient champions d'automne. Ils ont battu le PSG. Mais oui, ça n'a pas suivi sur la durée. Voilà, c'est ça. Et je pense que Mofi aurait pu être le facteur X au final, parce que vers la fin, on a pu voir du beau gars, assez remuant peut-être, d'accord, mais au final, qui allait finir les actions? La board? Mohamed Ali Cho? Non, Mm. à un moment donné, il y a un Mofi qui est là, qui a été acheté à un certain montant. Alors, il y a peut-être des pépins physiques qui peuvent expliquer que, mais à un moment donné, un gars comme lui, ça doit délivrer un club, et il ne l'a pas fait. Le Mofi de Lorient, je l'ai pas retrouvé. C'est pas le même contexte, il faut l'avouer. Tout à l'heure, tu faisais un peu la comparaison, par exemple, avec Nico Tadze qui a dépassé les 10. Certes, mais c'est vrai que lui, il est un peu esselé pour le coup à la pointe de l'attaque Messine. C'est vrai que Théa Moffi est quand même vachement bien accompagné. Je pense à Jérémy Boga qui a fait des merveilles. Il a été absolument monstrueux, je trouve, quand il était là et qui n'était pas concerné par les blessures ou les compétitions nationales ou continentales. Théa Moffi, pareil, il avait fait, il me semble, il était convoqué pour la CAN. Donc ça explique aussi un certain trou d'air pendant l'hiver. Mais c'est vrai que Terem Moffi a un peu laissé sur sa faim, de par le montant aussi de son transfert. Je sais pas si son transfert avait coûté par exemple 2 fois moins. Est-ce qu'on aurait été aussi déçu? Je suis pas sûr, parce qu'il vient quand même de Lorient, qui est un club dont on vient de parler de la situation. C'est assez compliqué. Lui, pour le coup, avait performé un peu comme Nico Tadze peut le faire à Metz, avec une attaque qui n'était pas forcément la meilleure de tous les temps, et il surnageait complètement dans un effectif un peu
un peu compliqué de voilà fin de au milieu de tableau de Ligue 1. Donc forcément, c'est un peu décevant de le voir maintenant à Nice, pas forcément à 100%. Peut-être qu'il a besoin d'une saison d'adaptation. C'est aussi ça qui peut être nécessaire. Maintenant, c'est vrai que les ambitions de Ineos ne vont peut-être pas l'attendre forcément. D'autant que, Ah non, par c'est sûr. exemple, Gaëtan Laborde ou Jérémy Boga font un énorme taf. Il y a des jeunes joueurs aussi qui commencent à pointer le bout de leur nez. Je pense à Lucé, il me semble. Il y a certains joueurs qui arrivent. Et voilà, faut voir un peu. J'ai envie de voir quand même la saison prochaine avant de l'enterrer. Mais c'est vrai que la saison a été un peu décevante pour quelqu'un qui est un excellent finisseur pour le coup. S'il avait pris la place de Boniface qui était blessé par exemple avec le Nigeria, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment Terem Moffi a vraiment le profil d'un buteur-finisseur et même un pivot, j'ai envie de dire, qui peut lancer les fusées, les rampes de lancement de Jérémy Boga sur le côté, etc. Donc il a un bon profil. À voir s'il sera bien exploité par la suite. Par la même occasion, si il n'avait pas au préalable été sélectionné pour le Nigeria sans la blessure de Boniface, c'était aussi parce que sa saison n'était pas, enfin son début de saison n'était pas non plus incroyable. Mais tu Ah, c'est parlais de sûr. Mikotadze. Moi, j'ai l'impression que Mikotadze, justement, moi, je le verrais bien, en fait, Mikotadze dans ce Nice-là. Parce que tu es l'élément phare d'une attaque messine qui est dépourvue d'autres qualités individuelles. Donc, je pense que les défenses adverses vont surtout se concentrer sur toi. Donc, je trouve encore plus incroyable, malgré que tu sois la cible de chaque défense adverse, de mettre autant de buts, alors que à Nice, tu peux avoir d'autres gars que tu pourrais être Boga, tu pourrais être Laborde, qui peuvent, entre guillemets, te décharger on va utiliser un terme basket parce qu'on aime le basket toi et moi, dans le scoring. Et donc du coup, tu pourrais un peu plus profiter du marquage moins tendu, moins serré, moins étouffant sur toi. Après, effectivement, il y a des joueurs qui ont besoin de s'adapter. Euh, et donc, à voir. De toute façon, je pense pas qu'avec son contrat et son transfert, comme tu as dit, il partira ailleurs. Donc, à voir. C'était pas mon coup de gueule parce que franchement, c'est pas une grosse déception, mais c'est quand même une déception. Donc, sur Terem Moffi, je te laisse la place. Moi, j'ai un flop qui est vraiment très léger parce que c'est pas forcément uniquement de sa faute, j'ai envie de dire. C'est un défenseur central qui joue au LOSC. Je sais pas si tu arriveras à le retrouver, mais pourtant il est extrêmement connu, mais on l'a très peu vu au final cette saison. C'est Samuel C'est pas Yoro. Umtiti. Ah, ok, C'est ok, Samuel ok. Umtiti. Voilà. Certains ont peut-être oublié son arrivée dans le Nord, mais moi je l'ai pas oublié parce que C'est c'est vrai, un ça, joueur. c'est vrai. C'est le champion du monde 2018, joueur du Barça, voilà, qui a sa démarche, etc. Il a une énorme réputation. On attendait beaucoup de lui, même si on savait qu'il était vieillissant. Et cette année, on l'a très peu vu dans le Nord. Forcément, c'était une déception, j'ai envie de dire, parce que c'est un joueur de classe mondiale qui pouvait peut-être faire passer encore plus un step et faire apprendre de certaines choses à Dans un bon Lenny qui jour, il est... peut vraiment jouer de très haut niveau. Ah, mais le prime de Umtiti, c'était assez effrayant, hein. Ah oui, Il était bien sûr. bon aussi bien, c'était une menace offensive aussi sur corner, par exemple. Bah, il vous a un peu achevé, j'ai envie de dire, vous les Belges en Ouais, 2018. passe, 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 passe. Mais c'est vrai que là, c'était assez décevant de le voir plus à l'infirmerie que sur les terrains d'entraînement. Je pense que, C'est par ça exemple, aussi. Lenny Yoro, qui est un peu destiné à potentiellement prendre la place de Varane du côté du Real, ou potentiellement de Varane et Umtiti en équipe de France, bah, il aurait peut-être pu bénéficier de l'enseignement et de l'expérience, d'expertise de Umtiti pour faire les bons gestes, parce que maintenant que, par exemple, José Fonte n'était plus à côté de lui, il aurait peut-être fallu un joueur d'expérience comme Umtiti, de manière assez, pas constante, mais de manière assez régulière sur le terrain. Ça n'a pas été le cas parce qu'il n'a pas été épargné, il n'est pas forcément rentré dans les plans à chaque fois, c'était assez compliqué. Mais je suis assez déçu et triste. C'est plus de la tristesse que de la déception euh, que nourrit ce flop parce que, parce que voilà, c'est Umtiti, c'est un monument presque dans le football français pour l'épopée à laquelle il a participé. Tu as besoin de vétérans dans un vestiaire. Alors, blessé, pas blessé, dans un vestiaire, tu peux parler, tu peux apporter l'expérience, mais sur un terrain, c'est encore mieux. Et clairement, une paire, on saura jamais ce qu'une charnière Yoro Umtiti aurait apporté. On a vu les résultats de Yoro Diakité et Yoro et l'autre défenseur central. Alexandro, il y a eu, voilà, il y a eu différents joueurs à côté de lui. Voilà, donc on a vu, mais je pense que Umtiti aurait pas fait tâche. En plus, dans une saison aussi chargée, avec la Coupe de France, avec les championnats, avec la Coupe d'Europe, du coup, où ils sont allés quand même assez loin. Donc clairement,
ça aurait Ah, pu apporter. oui. Ils sont allés très très loin dans tous les sens du terme, parce que la Conférence League les a permis de voyager jusqu'aux îles Féroé, par exemple. Et voilà, ça accumule de la fatigue. Les organismes, voilà, en pâtissent, et forcément, il y a eu un petit creux à certains moments dans la saison du LOSC, même s'ils ont été une forteresse imprenable à Pierre-Mauroy, ou plutôt à Decathlon Arena, on devrait dire, pendant quasiment toute la saison. Ils ont quasiment pas perdu de match dans leur enceinte. Mais c'est vrai que je pense qu'à Umtiti, qui est certes un leader dans les vestiaires, voilà, il apporte aussi la joie de vivre. Je pense qu'il aurait encore eu plus de légitimité s'il avait pu apporter son expérience sur les terrains en plus que dans le vestiaire ou dans les couloirs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On parlait de Benjamin Mendy et Bakayoko qui sont des joueurs aussi d'expérience qui, eux, ont joué pour le coup. Alors, chacun a son avis sur leur prestation technique, mais du coup, au moins, ils ont joué et certainement, en tant que jeune joueur, ça apporte un plus de voir un vétéran comme ça de la sorte. Lenny Yoro, je sais plus s'il avait du coup été sélectionné dans le 11 de la saison à côté de Marquinhos. J'ai pas l'impression. Je l'ai plus en tête, mais il l'aurait mérité en tout cas s'il n'a pas été. Oui. Il a été assez Ouais, bon, même sauf sur la fin où ça a été un peu plus déceptif, mais ouais. Ouais, ouais. Je revérifierai, mais ce qui est sûr, c'est que je suis obligé dans le dernier, le divers, euh, euh, je suis obligé de parler des trophées NFP en fait. Euh, et très rapidement du coup, parce que et il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus dans les réseaux, sur les réseaux, etc. À un moment donné, les trophées pro parisiens, c'en est assez. Ça en est assez, je suis désolé. Je suis supporter parisien. J'aime le LOSC aussi, mais je suis d'abord supporter parisien. Mais même moi, j'étais mal à l'aise. Je, un Marquinhos dans l'équipe type, ça c'est le statut. En fait, la crédibilité d'un championnat, euh, je vais pas dire que ça se joue sur les trophées de fin de saison, mais en tout cas, les trophées de fin de saison peuvent crédibiliser ou un peu décrédibiliser quand même un championnat. Et à un moment donné, quand les experts de ce championnat, entre guillemets experts, décident, ou les joueurs décident de prioriser un marquis qui a fait quoi, 19 matchs, 20 matchs, et dans les 20 matchs, tous n'étaient pas bons. Enfin, je dis pas que c'était c'était un, voilà, qui était hyper mauvais, mais il y a un moment donné où on parlait d'Euro, on parlait d'autres. En fait, à un moment donné, si les joueurs, les vrais meilleurs joueurs de la saison ne sont pas récompensés, mais ça parle, ça démontre un peu le manque d'expertise. Et on le dit, je le dis sans me mettre dans la peau du grand expert, mais à un moment donné, si tout le monde a vu, bon, encore le débat Chevalier, Boulka, Donnarumma, Bizot, je le mets un peu de côté, il est légèrement en dessous, mais on peut encore l'expliquer. Enfin, je peux encore comprendre que Donnarumma soit ok. Mais Zaïre Emery, et donc du coup, Fofana n'est pas là. Fofana qui a fait, je trouve, une saison quand même meilleure, mais pour moi, Zaïre Emery dans un 11, c'est le statut du club, c'est le statut du joueur en fait, c'est ça qui le permet d'être dans l'effectif, dans le 11. Marquinhos, c'est le statut du club qui lui permet d'être dans le 11, ou c'est vraiment c'est vraiment le vrai talent. Moi, j'ai l'impression que c'est sur le statut qu'on commence à récompenser des gens. Heureusement qu'Eric Roy était vraiment indiscutable, parce que je pense qu'on était à ça de voir un Luis Enrique coach de l'année. Ah, je te promets. Ah, c'était je te juste ça. trouve un peu dur, mais je pense qu'il y a une explication qui peut se trouver derrière le fait que les trophées individuels décernent par exemple un lauréat par exemple pour le meilleur espoir, et c'est Warren Zaïre-Emery qui l'a emporté. Peut-être que le fait qu'il ait remporté le trophée de meilleur espoir a influé aussi la présence ou non de certains pour le 11 type de l'année, par exemple. Donc il y a aussi peut-être ce statut-là aussi, le fait de faire figurer ou non certains joueurs à la fois dans les trophées individuels et collectifs, etc. Maintenant, c'est vrai que Marquinhos n'a pas fait la meilleure saison de sa vie. Donnarumma non plus, sachant que même on rappelle il me semble que c'était en début d'année 2024 qu'il a été remplacé par Arnaud Tenas, magnifique gardien d'ailleurs, un très très bon gardien espagnol formé à la Masia. Voilà justement arrivé avec Luis Enrique dans les valises. Voilà un bon gardien aussi qui a mis du doute et qui a peut-être réveillé un peu l'ego du champion d'Europe. Voilà qui est Gianluigi Donnarumma qui a fait quand même une bonne saison, il faut l'avouer. Bonne saison, hein, attention, en Ligue 1, il a fait Mais une bonne saison. mais c'est vrai que la concurrence était assez énorme entre Marco Bizot avec Brest, dont voilà la saison qu'on connaît. Voilà, il me semble que oui, il y a Bouka.
Brice Samba aussi, qui a fait des bonnes sorties. Certes, son club finit pas sur le podium, Ouais. mais je pense qu'il a fait gagner des points à son équipe à certains moments donnés. Mais voilà, c'est pas aberrant non plus de voir Donnarumma dans les cages, comme tu disais. Mais Marquinhos, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal aussi. Maintenant, est-ce que Et dans les t'as d'autres... nominés, pardon, je te coupe, même dans les nominés, je veux dire, même les coachs de l'année, tu mets du Luka Elsner. D'accord. J'attends de comprendre pourquoi. Parce que entre lui et un Pierre Sage, je dis pas que Pierre Sage aurait été coach de l'année, mais rien que dans les nominés, euh, il y a des choses que je comprends pas. Où tu mets un Ben Seguir, je pense. Et Akliouche j'ai pas aussi. compris pourquoi il y avait pas Chevalier dans les espoirs aussi de l'année, parce que j'ai pas compris. Il est de base éligible. Toi qui es Lillois, je sais pas si tu sais pourquoi il Ah, était pas là. Lucas Chevalier. dans les espoirs, je sais pas du tout. Peut-être que le fait qu'il était dans les meilleurs gardiens a influé, je sais pas. Tu sais, parce que c'est comme, tu sais, Mbappé qui est en même temps meilleur joueur, en même temps meilleur espoir, donc pendant plusieurs années. Donc, j'ai pas C'est bien vrai. compris les choix, même dans les nominés, quoi. Ça va au-delà des lauréats, mais bon, c'était le côté divers, quoi, pour moi. Voilà, Non, je je comprends. sais. Non, vas-y. Je comprends. Après, c'est vrai que moi, ça me paraît pas étonnant. Par exemple, la présence de Luka Esner, le Slovène, qui a fait, je trouve, une bonne saison du côté du Havre. C'est pas un flop le fait qu'ils aient fini en fin de tableau, parce que c'est le promu, c'est même pas le champion de Ligue 2 la saison dernière. Et on les a vantés souvent dans l'Hexagone. Je vous invite à écouter nos épisodes. On les a vantés à chaque fois dans le fait qu'ils étaient très opportunistes. Ils tentaient vraiment. Ils se prenaient pas pour le petit poussé que tout le monde voulait écraser. Ou alors, voilà, ils se prenaient pas pour n'importe qui. Vraiment, ils ont joué juste. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire jouer sur les côtés avec des attaquants hyper vifs, hyper rapides. Des bonnes relances depuis l'arrière-garde. Je pense à Opéry qui a fait une Au Péri, excellente bien saison. sûr, au Péri. Voilà, il est pisté par Lyon, par exemple, il me semble. Voilà, c'est un club, c'est un joueur qui a peut-être pas tardé du côté du Havre, mais je trouve que voilà, Lucas Eisner a fait une bonne saison parce qu'il a fait avec les moyens du bord aussi. Il faut aussi, je pense, voir ça en fonction des moyens qui sont proportionnés à chaque club. Donc Lucas Eisner, je trouve qu'il mérite. Après, est-ce que Pierre Sage, le fait qu'il ait fait, il me semble que la moitié de la saison à peu près, est-ce que ça influe sur le fait qu'il était éligible ou non? Je sais pas, mais en tout cas, oui, il aurait eu sa place aussi sur au moins tout ce qu'il a montré en fin de saison. C'était absolument incroyable. Lui et son staff, même voilà, son staff technique, je pense à par exemple Damien Della Santa, qui est un expert des coups de pied arrêtés notamment, qui est un Normand qui avait commencé Oui, vraiment O'Brien, dans le qui en a quartier à marqué des Caen. coups O'Brien en a Ben, c'est marqué ça. des. Je pense que voilà, il n'y est pas pour rien, lui et son staff. Ils ont fait un énorme boulot qu'il faut saluer. Et voilà, c'est une mention honorable aussi, je pense, qu'ils auraient pu avoir dans les trophées. Voilà. Maintenant, je te laisse parce que je sais que tu as un sujet à partager. Du coup, je ne peux pas être, ce sujet ne peut pas être mélangé avec tout le reste. Donc voilà, je te laisse parler du coup Ah, de ton coup de gueule. oh, c'est un coup de gueule, oui, c'est un flop, c'est une déception de certains, vis-à-vis de certains joueurs. C'est le boycott, on peut le dire, de la journée de lutte contre l'homophobie en fin de saison. C'était la 34e journée qui a été, entre guillemets, banalisée avec des flocages arc-en-ciel, des patchs plutôt arc-en-ciel sur la manche et sur de petits stickers au milieu de la poitrine ou sur la manche, suivant où est-ce qu'il y avait de la place sur le maillot, avec non à l'homophobie. De même qu'il y avait eu la même chose, et on l'avait aussi salué dans l'Hexagone pour la lutte contre le racisme à la 27e journée. Pareil, le même stickers, entre guillemets, non au racisme cette fois. Et l'initiative a été suivie lors de la 27e journée et beaucoup moins en fait lors de la dernière journée. Certes, il y a eu des joueurs qui ont été dispensés, entre guillemets, de certains matchs. Je pense à Kylian Mbappé qui a été reposé par Luis Enrique, donc lui n'a pas vraiment Oui. boycotté. Mbappé, Danso. Voilà, il faut pas mettre les torchons et les serviettes dans la même Voilà. bannière. Mais il y a certains joueurs, je pense bah, notamment à Mohamed Camara et Mostafa Mohamed, qui ont voilà, boycotté. L'un a dit qu'il était malade, l'autre a complètement strappé, donc Mohamed Camara a strappé les patchs donc pour jouer avec voilà, vis-à-vis de ses convictions, entre guillemets, le fait que bah, il ne soutenait pas cette initiative-là. Je trouve ça très, très, très dommage. Parce que c'est un joueur qu'on a justement mis en avant avec, il me semble, il était candidat au but de l'année dans les trophées UNFP, justement. Et il a été pas mal mis en avant par la Ligue. Parce que c'est un joueur qui paraissait jusque-là absolument somptueux, j'ai envie de dire, à l'image de la saison de Monaco. Mais il me semble que là, l'homme derrière, c'est compliqué, quoi.
On lui demande pas forcément de faire la promotion de l'homosexualité, mais on Voilà, lui c'est demande ça. juste de... C'est pas une promotion de l'homosexualité. C'est parce Bah, que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui, étant donné que ils ont des convictions religieuses et donc ça c'est respectable. Je veux dire moi-même j'en ai, mais je veux dire c'est pas la promotion de l'homosexualité. C'est vraiment le fait de lutter contre un fléau qui est présent, qui est réel, qui existe, qui n'est pas une opinion, mais qui est un c'est fait. ça. C'est l'homophobie. Et donc moi j'ai même une question en fait que je me suis posée par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que Monaco a laissé passer ça? Parce qu'au final, c'est Camara qui prend tout. Qui, bien sûr, est aussi responsable. Mais pourquoi Monaco a laissé passer ça? Il le savait, on va pas commencer à faire comme s'il le savait pas. Ben, je sais pas trop, parce que c'est vrai que du strap, ça se met assez facilement quand même. Ça se met, il l'a mis juste avant de rentrer, ils ont pas fait gaffe. Par exemple, il avait son Si tu gilet. le mets, tu l'enlèves, hein. C'est ça, mais c'est compliqué. Je trouve ça assez dommage que justement Monaco soit pas revenu. Certes, ils ont condamné pour le coup, après coup, son comportement qui est absolument condamnable. Hein, dans tous les, voilà, on espère qu'il sera sanctionné à la hauteur de ses actes et qu'il les assume. Parce que, comme tu disais, l'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est puni par la loi, c'est réglementé aussi, c'est extrêmement puni dans le code sportif aussi. Et ça fait partie du respect de l'autre, d'accepter voilà, les opinions, la diversité de chacun. Je trouve ça dommage parce que c'est des joueurs qui peuvent causer du tort à certaines autres personnes. Voilà, c'est dommage parce que la lutte contre le racisme s'était bien passée. Et on l'avait extrêmement salué parce que voilà, il y a eu de belles initiatives. Il faut vraiment le souligner parce que la Ligue a fait, je pense, a mis les moyens vraiment nécessaires pour montrer aussi que c'est un délit et que ce sont deux discriminations qui se rejoignent finalement parce que ce sont deux délits. Là, je trouve ça dommage que justement des joueurs qui peuvent être touchés par le racisme, parce que par exemple Mohamed Camara avait été touché par le racisme lors de certains matchs, Mostafa Mohamed aussi, il me semble, ne soient pas sensibles à la cause de certains autres joueurs, certaines autres personnes, parce que ce sont aussi des causes qui dépassent même le cadre même du carré vert, en fait, et ça se retrouve aussi dans les tribunes, avec certaines insultes qui émanent des supporters et qui traitent certains joueurs de manière, ou voilà, qui insultent avec des noms d'oiseaux homophobes ou racistes. Ce sont deux causes qui se rejoignent partout, en fait, dans la société. Et le sport est censé être un modèle, les footballeurs des héros, et là, je trouve qu'ils ont plutôt été des héros que des héros. Voilà. Sur cette très belle formule, c'est là que on ne peut que se rejoindre, les amis, non au racisme, bien sûr, et non à l'homophobie. On ne le répétera jamais, jamais assez. Ce n'est pas des opinions, ce sont des faits réels et punissables par la loi. Mais bon, là, c'était du coup pour clôturer d'une bonne manière ces points négatifs de la saison. On a pris un peu de temps, mais c'était important de pouvoir aussi analyser de manière toujours assez fine ce qui s'est passé en Ligue 1. Et on se retrouve du coup vendredi pour le dernier épisode sur les tops de la saison. Encore une fois avec mon ami Arthur. À très bientôt. Ciao. Salut!